ondes. Donc ces ondes, elles voient comme un trou noir. Et en fait, c'est intéressant pour se donner une intuition d'un trou noir, mais ça va au-delà de ça. C'est que si on regarde l'équation des ondes dans ces deux systèmes, on voit que c'est exactement la même équation en fait. C'est-à-dire qu'on peut regarder comment des ondes se propagent dans le champ gravitationnel d'un trou noir. Ça nous donne une équation d'onde dans un espace-temps courbé. Et on peut montrer que cette équation, c'est la même que cette équation-là, qui est l'équation des ondes dans un fluide en écoulement. Et... Pardon ? Oui, c'est la même équation. Alors en relativité, je sais pas si non. En relativité générale, l'équation des ondes, elle s'écrit de façon générale comme ça. C'est une somme de dérivées secondes. Et là, on a une certaine matrice symétrique qui est la métrique de l'espace-temps. Et en fait, ces coefficients de la matrice, ils vont être remplis par ρ, la densité locale, la vitesse locale de propagation et ce qui est caché dans le grand D, le V, la vitesse d'écoulement. D'accord ? C'est dans ces coefficients. On pourrait dire que ρ, c'est le facteur conforme de je ne sais pas si c'est plus parlant, mais et voilà. Et donc comment on obtient cette équation ? La dérivation, elle est assez simple, au moins dans les idées. C'est que si on part de l'équation des ondes, d'accord, donc et qu'on rajoute un mouvement du milieu, les dérivées temporelles sont remplacées par des dérivées convectives. Et puis si je rajoute en plus des inhomogénéités, j'obtiens l'équation que j'ai présentée juste avant, qui est l'équation des ondes déformées, et ça correspond à un espace-temps courbe où l'espace-temps il va être décrit de façon effective par ces quantités-là. D'accord ? Et comme on voit que les ingrédients ils sont assez simples, je suis parti juste de l'équation des ondes, donc ça décrit des ondes dans plein de systèmes différents, et grâce à ça, cette analogie, on peut la réaliser dans plein de systèmes différents. Donc dans des fluides classiques en regardant des propagations du son dans l'air, ou du son dans des guides d'ondes, c'est ce que je fais maintenant, ou des ondes à la surface de l'eau, et puis on peut faire la même chose dans des fluides quantiques, où on va pouvoir observer d'autres effets. Et aujourd'hui, moi j'aimerais me concentrer sur ce système-là, c'est-à-dire des ondes à la surface de l'eau. Donc comment est-ce qu'on peut reproduire l'analogue de la radiation Hawking dans ces systèmes. Voilà, alors ça c'était l'idée initiale derrière l'analogie, c'était est-ce qu'on pourrait reproduire cet effet un peu exotique de la radiation de Hawking. Donc est-ce que, pour dire ça en deux mots, la radiation de Hawking c'est un phénomène découvert par Hawking qui dit la chose suivante: si je regarde les ondes gravitationnelles lumineuses autour d'un trou noir, et que je tiens compte des fluctuations quantiques, en fait on peut montrer que par des créations de paires, l'une qui s'échappe et l'une qui serait absorbée par le trou noir émet spontanément un rayonnement qui ressemble à un rayonnement thermique, dans le sens où le spectre de ce rayonnement obéit à une loi de type corps noir avec la formule de Planck. D'accord, donc ça c'est l'idée. Et puis c'est un phénomène central en gravitation et puis dans la recherche de théorie de gravitation quantique, parce que ça mélange justement la mécanique quantique et la gravitation, et qu'en plus ça rajoute des ingrédients de thermodynamique. Donc ça ouvre plein de questions en gravitation, et donc c'est un phénomène qui est extrêmement étudié. Mais malgré ça, il y a plusieurs questions qui restent ouvertes, et en fait même la façon dont le système, enfin la façon dont, comment dire, l'effet est dérivé mathématiquement, il y a quand même quelques zones d'ombre. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi un effet qui est prédit théoriquement, mais on est assez loin d'être capable d'observer une telle chose. Pour donner une idée, la température associée à cette émission d'un trou noir astrophysique typique, ce serait de l'ordre de 10 puissance moins 8 Kelvin, sachant que y a déjà un rayonnement, un bruit de fond permanent qui est le rayonnement fossile, qui est à 3 Kelvin. Donc détecter ça là-dedans, on se dit que on n'est pas près d'y arriver. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, la seule chose qu'on peut faire, c'est
de compter sur des analogies pour essayer d'étudier plus en détail ce mécanisme. D'accord ? D'où l'idée de savoir, dans ces systèmes où je suis capable de reproduire une métrique de trou noir et des ondes qui se propagent comme s'il y avait un trou noir, est-ce que je peux étudier cet effet et voir s'il est là ou pas? D'accord ? Donc, et jusqu'à présent, il y a eu deux expériences principales dans cette direction en utilisant ce genre de système, c'est-à-dire des ondes à la surface de l'eau et puis un courant qui varie. L'une au Canada à Vancouver par notamment le Unruh qui est celui qui a proposé l'analogie en premier lieu, et puis plus tard par des gens de Poitiers. Alors voilà, donc l'idée c'est la suivante, c'est d'étudier des ondes linéaires à la surface de l'eau. Alors si je considère c'est des petites perturbations de la surface libre. Typiquement, on a envie de décrire ce genre de perturbation par une onde plane avec une certaine fréquence et un certain nombre d'ondes. Et puis, de façon assez classique, les deux vont être reliés. La propagation de ces ondes, elle va être décrite par une relation de dispersion entre la fréquence et puis le nombre d'ondes ici. Donc ça, c'est des ondes qui obéissent à cette relation de dispersion. D'accord ? Et dans la limite où les longueurs d'onde sont grandes devant la profondeur, cette relation de dispersion devient la relation la plus simple, c'est-à-dire relation linéaire entre oméga et k, et ça, d'un point de vue équation dérivée partielle, ça c'est l'équation des ondes. Donc ça c'est l'ingrédient dont j'ai parlé au tout début, donc c'est dans ce régime-là qu'on a exactement la bonne analogie, si je rajoute un écoulement par-dessus. Mais on voit aussi que l'analogie évidemment n'est pas parfaite, c'est-à-dire que si les longueurs d'onde deviennent plus petites, on va commencer à sentir des effets dispersifs. Typiquement, plus je diminue la longueur d'onde et plus les ondes vont se propager lentement. Donc, il va y avoir un changement de la vitesse de propagation des ondes quand je diminue la longueur d'onde. Et ça, c'est un effet qui est important dans la suite. Alors, typiquement, donc je veux considérer cette propagation d'onde, mais cette fois avec un écoulement. Donc typiquement, pour caractériser ce système, on va introduire un nombre sans dimension, qui est le nombre de Froude. C'est tout simplement le ratio de cette vitesse d'écoulement ici sur la vitesse de propagation des grandes longueurs d'onde, d'accord, racine de GH, où H la profondeur. Et en présence d'écoulement, il y a deux effets principaux qui vont se produire sur les ondes. D'une part, l'advection, c'est tout simplement les ondes sont entraînées par le courant, et l'autre effet, c'est l'effet Doppler. Selon qu'elle se propage avec ou contre le courant, la longueur d'onde, elle va changer. Maintenant, je pose la question suivante. Quelles sont les solutions en ondes planes? Quelles sont les ondes qui peuvent se propager si je fixe la fréquence? Parce que typiquement, dans une manip, c'est moi qui vais imposer la fréquence avec un batteur. Donc la fréquence est fixée. Qu'est-ce qui peut se propager dans mon système avec une certaine valeur de la vitesse d'écoulement? C'est vrai que c'est pas quelque chose d'un peu inhabituel, dans la mesure où il y a... donc ça c'est la relation. Je vais résoudre la relation de dispersion pour répondre à cette question. J'ai d'une part, oui, il y a une égalité entre la fréquence Doppler shiftée par l'écoulement et la relation de dispersion, d'accord? Donc je l'ai représenté graphiquement. Donc les intersections entre cette fréquence avec effet Doppler et la relation de dispersion, ça me donne les solutions qui peuvent se propager dans mon système. Je vois que j'ai 4 solutions. Il y en a 2 ici qui ont plutôt des grandes longueurs d'onde qui correspondent à les solutions habituelles de l'équation des ondes, une qui se propage vers la droite et l'une vers la gauche, et puis elles n'ont pas la même valeur de K parce qu'il y a l'effet Doppler. Mais la particularité ici, c'est que je vais avoir 2 autres solutions qui sont très dispersives, ici que j'ai appelé K+, et K-. Et la particularité de ces solutions, c'est que l'une d'entre elles, on peut montrer, c'est celle qui correspond à la partie qui est en bas ici, elle correspond à une énergie négative. En revanche, si j'augmente encore la vitesse du flot, donc là c'était pour un Froude plus petit que 1, donc si je reste en dessous de la vitesse de propagation des ondes, si j'augmente cette vitesse, là ça change la pente, et au bout d'un moment, si la pente est trop élevée, on voit que ces nouvelles solutions que je viens d'évoquer disparaissent, et il nous reste plus que 2 solutions, qui sont de nouveau
les deux solutions habituelles, sauf qu'elles se propagent tous les deux dans le même sens parce que le Froude est plus grand que 1, donc tout le monde est emporté avec le courant. D'accord ? Et là encore, en fait, cette solution, elle correspond à une énergie négative. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'énergie négative ou d'onde à énergie négative ? Eh bien, c'est tout simplement que lorsque j'excite cette onde en particulier, je vais baisser l'énergie totale du système, composée de l'écoulement, donc énergie potentielle plus cinétique de l'écoulement, plus celle des perturbations autour de cet écoulement. Et en fait, ce mode principal, il va avoir tendance à baisser l'énergie du système. Et ça, c'est caractéristique des systèmes qui peuvent présenter des instabilités. Mais comme il y a des écoulements, le caractère stable ou instable est non trivial. L'autre point intéressant aussi de ces modes supplémentaires qui apparaissent, c'est qu'ils ont une vitesse, enfin surtout celui négatif, il a une vitesse de groupe et une vitesse de phase qui n'ont pas le même signe en fait. C'est-à-dire que si vous regardez juste les crêtes, elles se déplacent dans un sens, mais si vous regardez le paquet d'ondes, lui il se déplace dans l'autre sens. Et ça permet vraiment de visualiser la particularité de cette solution ici. Plutôt que le concept d'énergie qu'on comprend mathématiquement, mais dans une expérience, c'est moins simple à visualiser directement. Alors maintenant, le problème, c'est le suivant. Je vais avoir une transition entre un écoulement sous-critique, en dessous de la vitesse des ondes, et puis un écoulement super-critique. Puisqu'on se rappelle que c'est cette transition de l'un à l'autre qui me crée l'analogie avec mon trou noir, où il y a un point ici au milieu, où la vitesse est exactement égale à la vitesse de propagation des ondes. Donc dans ce système, d'un côté, si on imagine que ici de nouveau, ça devient l'écoulement devient à peu près homogène et constant, et pareil de l'autre côté. D'un côté, j'ai les 4 solutions que j'ai mentionnées ici, et puis de l'autre côté, j'ai seulement 2 solutions. Et donc si j'envoie une certaine onde de ce côté-là, eh ben, je vais récupérer toutes les autres ondes possibles qui peuvent sortir du système avec certains coefficients. Donc c'est comme des coefficients de réflexion et de transmission. Sauf que là, le système est plus compliqué parce que, au lieu d'avoir simplement des ondes qui se déplacent à droite et à gauche, j'ai aussi ces nouvelles solutions qui correspondent à des petites longueurs d'onde, et notamment cette solution d'énergie négative. D'accord, donc ce qu'il faut résoudre d'un point de vue théorique pour comprendre la propagation d'ondes dans ce système, autour de l'analogue d'un horizon, c'est la matrice de scattering, c'est-à-dire quels sont ces coefficients ici. Comment ça dépend des paramètres du système et de la fréquence de ce qu'on envoie. C'est voulu, oui. Mais alors j'ai entre guillemets pas le choix dans la mesure où dans la relation de dispersion, là j'ai pas expliqué, mais à chaque mode on peut calculer la vitesse de groupe correspondante qui me dit où dans quelle direction se propagent les modes. Et là je les ai classifiés en mode entrant et mode sortant, donc ce qui rentre dans le système. Après effectivement, là où j'ai fait un choix, et ça correspond à ce qui va se faire en manip, c'est que dans ces modes-là, ici, là, il y a 3 modes qui peuvent rentrer dans le système. Je peux choisir plus ou moins d'exciter celui que je veux. Et là, je considère le cas où on excite le seul mode qui peut se propager vers l'horizon, qui est de grande longueur d'onde, et qui est du côté sous-critique. Alors, donc j'envoie une grande longueur d'onde sur ma transition, et puis je vois ce qui ressort du système. Donc ça veut dire que là j'en vois rien, là j'en vois quelque chose, et puis je cherche ces coefficients là. Mais on peut faire d'autres, on pourrait se mettre de l'autre côté. Alors, voilà, nous ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, est-ce que je peux, en envoyant cette onde sur cette transition transcritique, est-ce que je peux exciter cette onde d'énergie négative? Alors, c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, si jamais il n'y a pas cette excitation, si jamais on dit que ce coefficient est 0, l'effet qu'on est en train d'observer ici, c'est du blocage d'onde. C'est-à-dire que ici, vous voyez que c'est le flot est supercritique, il va de la droite, donc là, les ondes ne pourraient pas pénétrer cette barrière ici. Donc, ce qui se passe typiquement, c'est qu'elles arrivent, et puis il y a un effet Doppler qui fait que la longueur d'onde est rapetissée, et puis elles se déplacent plus lentement, donc elles sont emportées par le flot, et elles deviennent ce mode-là. Donc, ça, c'est l'effet de blocage d'onde. Et ce qui m'intéresse, c'est un effet qui va au-delà du blocage d'onde, qui est au cours de ce processus de blocage, est-ce que je peux générer cette autre solution qui est l'énergie négative. D'accord ?
comme c'est l'énergie négative, si je regarde la conservation de l'énergie dans mon système d'ondes, on voit qu'il y a une relation inhabituelle entre les coefficients de réflexion et de transmission, parce qu'il y a un signe moins ici. Et en particulier, la présence de signe moins, ça autorise le fait qu'on peut avoir des amplifications. Je peux avoir des coefficients de réflexion plus grands que 1. Donc mes ondes qui sortent, elles vont avoir une énergie plus grande que ce que j'ai envoyé dans mon système. Ça, c'est la conséquence directe de la présence de cette onde d'énergie négative. Et voilà, et là, c'est juste pour mentionner quel est le lien avec la radiation knocking. En fait, ça, c'est la radiation knocking. Enfin, c'est l'analogue de la radiation knocking, cette génération d'ondes d'énergie négative. Et l'idée, c'est que si j'envoie une onde ici, je récupère une paire de ces deux ondes, l'une d'énergie positive et l'une d'énergie négative, d'accord ? Et dans un système quantique, ces ondes-là, elles vont être générées par des fluctuations quantiques, des fluctuations aléatoires. Et les ondes qui sortent, comme elles sont créées par paires, en fait, dans un système quantique, on va pouvoir observer des corrélations dans la valeur moyenne de ce mode-là et de ce mode-là. Et c'est cette valeur moyenne de corrélation, en fait, qui me dit que j'ai une création de paire d'excitation. Et dans un système quantique, ça correspond à l'émission spontanée de particules, en fait. Bon, ça, c'est la version un peu courte, mais le point qu'il faut retenir, c'est que ce mélange entre des ondes d'énergie positive et des ondes d'énergie négative, c'est l'analogue de la radiation knocking des trous noirs. C'est pour ça que c'est ce processus qui nous intéresse. Ouais, alors là, c'est parce que bon, j'ai mis quelques petits ingrédients sous le tapis, c'est que normalement, l'analogue du trou noir, ce serait quand le flot va dans l'autre sens, le flot qui est en accélération, puisqu'on voudrait piéger les ondes dans cette direction et qu'ils ne puissent plus en sortir. Et là, en fait, je suis en train d'observer la situation inverse, où des ondes ne peuvent pas rentrer dans un système. Donc c'est ce qu'on appelle un trou blanc. Et c'est le miroir dans le temps du trou noir. Et la raison pour laquelle je parle de ça et pas du cas du trou noir, c'est qu'en manip, en fait, c'est beaucoup plus simple d'explorer ce système que le système inverse. La raison étant que ces nouveaux modes particuliers dispersifs, là, les générer, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont une fréquence et une longueur d'onde qui a l'air de pas correspondre. C'est-à-dire qu'ils sont de basse fréquence mais de petite longueur d'onde. Donc c'est un peu compliqué de les sélectionner avec un batteur, d'exciter que ce mode-là et pas ce mode-là. Et alors que ça, c'est très facile. Et à l'inverse, pour imager, en fait, avec la caméra en enregistrant la onde de surface, on a le problème inverse, c'est-à-dire que ces modes-là sont difficiles à imager parce qu'ils ont une très grande longueur d'onde typiquement, et alors que ceux-là, on les voit très bien. Donc pour des raisons expérimentales, le cas inverse du trou noir est beaucoup plus simple à étudier. Alors d'un point de vue théorique, ce qu'il fallait comprendre, c'était quel va être ce fameux coefficient qui nous intéresse, c'est-à-dire le coefficient de production de cette onde d'énergie négative. Et il y a eu beaucoup de travaux pour comprendre, disons, à fréquence élevée, comment ce coefficient se comporte. Typiquement, il se comporte comme une exponentielle. Et la raison pour laquelle on s'est beaucoup focalisé sur le régime grande fréquence, c'est que cette exponentielle, en fait, dans la physique d'un trou noir, elle est interprétée comme un poids de Boltzmann. Et après, il y a toute une analogie avec la thermodynamique qui s'ensuit. Mais dans un système, dans des ondes à la surface de l'eau, en fait, c'est plus intéressant de regarder ce qui se passe à basse fréquence. Déjà parce qu'une exponentielle avec un moins dedans, en général, c'est assez petit. Et nous, on aimerait bien pouvoir bien le voir, donc on veut quelque chose de plus grand. Donc c'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qui se passe à basse fréquence. Et là, on peut distinguer deux régimes assez distincts. Si je regarde l'évolution du nombre de fraudes à droite et à gauche, je vois qu'il y a deux cas principaux. L'un, c'est le cas transcritique, donc c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure, qui est le nombre de fraudes passe d'un nombre plus grand que 1 dans la région supercritique à plus petit que 1 dans la région sous-critique. Alors là, on peut montrer que le coefficient de production d'onde, il est en 1 sur, enfin l'inverse de la fréquence. D'accord ? Donc on voit en particulier que comme c'est à basse fréquence, ce coefficient il est assez grand. Il y a vraiment une amplification qui est produite en basse fréquence. En revanche, si je suis dans un cas sous-critique, si mon nombre de fraudes il reste plus petit que 1 des deux côtés, en fait je peux quand même observer ce coefficient bêta,
Mais par contre, il aura un comportement tout à fait différent. Il aura tendance à être supprimé à basse fréquence. D'accord ? Donc évidemment, le cas qui nous intéresserait en pratique le plus, c'est celui où on peut bien faire cette transition transcritique entre Froude plus grand et plus petit que 1 pour plusieurs raisons. Enfin, la principale étant que ce coefficient, comme il est grand, il est plus... J'ai oublié le carré là. Mais comme il est grand, il est plus simple à voir. Mais ça a une conséquence, c'est que il y a une grande amplification, donc, des basses fréquences dans ce système. D'accord ? Et c'est ça que maintenant j'aimerais discuter. En regardant qu'est-ce qui se passe quand je prends la limite des basses fréquences de ce système, donc les ondes vraiment de basse fréquence, et quel est le lien entre ça ? Là, comme je connais pas du tout ce mécanisme, je peux pas trop répondre en fait. Je sais pas. Donc, quel est le rapport entre ce que je viens de raconter jusqu'à présent et les ressons ondulants ? Le premier rapport, c'est qu'à chaque fois que dans toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à présent, bon, il n'y en a pas énormément, mais dans toutes celles qui ont été faites, on a systématiquement observé que cette transition là, quand on essaye de faire changer la vitesse d'écoulement et le nombre de Froude, elle génère automatiquement, dans l'endroit où j'ai envie d'observer mes ondes, une déformation de la surface libre de type ondulante. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on voit ici, là, la ligne rouge, c'est ce qui a été la surface libre mesurée dans une expérience de Poitiers, là, donc, dans cette référence. Et c'est pas une onde qui se propage, hein, ça c'est vraiment un truc qui est immobile, quoi. C'est un ressaut ondulant et on l'observe systématiquement. Là c'est stationnaire, ouais. La ligne rouge c'est le stationnaire. La ligne bleue c'est ce qu'on aurait voulu théoriquement. Et puis ça c'est l'obstacle. Et là c'est l'expérience qu'on veut faire en envoyant des ondes et puis en regardant les coefficients. Bon, là, comme j'ai pris leur image, ils n'ont pas les mêmes notations que moi, mais c'est la même idée. Donc l'idée c'est de comprendre est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on veut observer et puis le fait qu'on voit cette ondulation, cette onde statique qui apparaît tout le temps. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que si je reviens sur ma relation de dispersion et les solutions qui existent, et que je regarde à la fréquence nulle, mes deux solutions nouvelles, l'une énergie positive et énergie négative, elles deviennent une paire de solutions de nombre d'ondes exactement opposées, et puis non nulles. Ça veut dire qu'il y a un mode 0 dans le système, donc une onde qui a une fréquence nulle, mais un nombre d'ondes non nul. Donc ça c'est une onde qui se propage pas, enfin, au moins qui a une vitesse de phase égale à 0. Donc les bosses, elles n'avancent pas, donc c'est vraiment une onde statique. Et puis, comme elle n'a pas de fréquence, typiquement elle va avoir une énergie nulle. Et ça pose la question de la stabilité, parce que si elle est d'énergie nulle, on peut la générer extrêmement facilement. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce système, ici ? Alors si j'avais considéré le cas inverse de celui-là, c'est-à-dire le cas du trou noir où les flèches du flot vont dans l'autre sens, ça aurait été l'inverse dans le temps. Si je génère ça, ce qui sort du système, c'est des grandes longueurs d'onde, et donc à fréquence nulle, ce qui sortirait, ce serait aussi typiquement de fréquence nulle, enfin d'énergie nulle, non, de nombre d'ondes nulles. Ici, dans ce système, on voit que on émet à très basse fréquence, on émet des très grandes longueurs d'onde, et puis on ressort ça, et à fréquence nulle, c'est comme si j'émettais, j'envoie une onde constante, et puis ce qui sort, c'est justement ce mode 0. En fait, donc là on a fait une espèce d'expérience de pensée qui consiste à envoyer ces paquets d'ondes, des paquets d'ondes de ce mode-là, dans la limite où ils ont une très très grande longueur d'onde et une très petite amplitude. Donc typiquement on choisit un scaling de ce genre-là, où l'amplitude est proportionnelle à la racine de la fréquence, et puis on prend des très petites fréquences. Donc c'est une petite amplitude, une très grande longueur d'onde, puis une certaine enveloppe qui se propage à la vitesse de groupe de ce mode-là.
on l'envoie dans le système, et puis on voit ce qui en ressort. Et là, on voit qu'il y a deux phénomènes qui se produisent en même temps. C'est que d'une part, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que les nombres d'ondes de ces deux modes ici, quand la fréquence vaut 0, ils deviennent exactement opposés, égal à cette valeur du mode 0 dont je parlais. Et puis les coefficients ici, de la matrice de scattering, ils prennent la même valeur, et cette valeur, c'est une valeur très élevée qui est typiquement en l'inverse de la fréquence. Ça veut dire que j'ai envoyé une onde de très petite amplitude ici, et ce qui m'en sort, c'est une onde de grande amplitude qui ressemble en gros à exactement un profil statique. Et puis il y a une certaine modulation, une certaine enveloppe qui fait qu'en fait j'envoie cette toute petite amplitude, et puis je découvre une onde statique qui ne bouge pas, et puis au bout d'un moment, le paquet d'ondes disparaît, et puis le système ça redisparaît. Si elle existe, mais elle n'a pas tellement d'influence dans ce que je raconte. C'est que il faut en tenir compte quand on veut essayer de comprendre quantitativement ces coefficients. Mais si elle joue pas de rôle, essentiellement parce qu'elle aussi c'est grande longueur d'onde, donc dans cette limite oméga très petit, là aussi c'est une onde qui a... Enfin, on pourrait dire que... Je vais revenir là-dessus, je ferai une petite remarque tout à l'heure. On pourrait dire que ça joue un petit rôle un peu caché. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand j'envoie ces ondes de très petite amplitude, ce qui ressort, je découvre un profil d'une onde statique avec une longueur d'onde qui est vraiment donnée par cette solution de la relation de dispersion à fréquence nulle, et puis une phase qui est totalement fixée par le système, indépendant des conditions initiales et de ce que j'ai envoyé. Et cette phase, ça veut dire les positions des nœuds de cette onde statique, ils sont fixés. D'accord ? Et la conclusion de cette espèce d'expérience de pensée, c'est que dans ce système, il y a une grande sensibilité aux conditions initiales. Parce que là, j'ai envoyé des ondes d'amplitude infinitésimale, et puis il en ressort une onde macroscopique qui ressemble à un ressonne ondulant. Et l'autre point, c'était que si on fait cette expérience comme ça, selon les conditions initiales, en revanche, l'amplitude, elle peut prendre des valeurs complètement différentes, parce qu'il y a un cosinus de la phase initiale à laquelle j'envoie l'onde. Donc selon la distance, selon à quelle distance initialement j'envoie le système, je vais pas avoir la même amplitude. Elle varie énormément, bien que le profil lui soit entièrement fixé. Ouais. Ouais. Alors, en fait là c'est ce que je dis, c'est que ce qui sort là, le signal de sortie ici, c'est ce état U de X. Ça, c'est une onde stationnaire, c'est celle que j'ai présentée ici, c'est ça. Et il y a une enveloppe. Bon, ça dépend à qui on veut voir comme l'enveloppe est la porteuse, mais là, il y a une onde stationnaire, et puis elle est multipliée, effectivement, par une onde qui a de très grande longueur d'onde, et qui, elle, se propage. Donc en fait, il y a un paquet d'ondes qui, quand il sort, il découvre, on voit cette onde stationnaire qui ne bouge pas, mais l'enveloppe, elle, finit par le découvrir et puis le ravaler, et puis ça disparaît. Et puis, on s'était demandé aussi qu'est-ce qui se passe si je rajoute maintenant. J'imagine que c'est pas volontaire de ma part d'envoyer des longues de petite amplitude et de grande longueur d'onde, mais je tiens compte du fait que il y a un bruit ambiant dans le système qui peut être dû à n'importe quoi. Et donc ce bruit ambiant, il va avoir tendance à exciter ces grandes longueurs d'onde, et donc elles vont subir ce processus. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on fait une certaine hypothèse sur la statistique des amplitudes des ondes qui peuvent exprimer dans un bruit aléatoire. Bon, par construction, comme j'ai considéré qu'une théorie, une description complètement linéaire, l'élévation de la surface libre en moyenne, ça restera forcément toujours 0. En revanche, la fonction à deux points, ou plutôt la variance de l'élévation de la surface libre en un bruit, elle change. Et entre autres, on peut montrer que si je me passe à fréquence fixée, on voit que la variance, elle diverge à petite fréquence, parce qu'en fait, elle est exactement donnée par le fameux coefficient
Et donc ce coefficient, comme il est très grand, on voit que la variance de l'élévation de la surface libre à basse fréquence, elle correspond à le profil de cette ondulation, de cette onde statique, multiplié par une amplitude qui diverge à basse fréquence. Et cette divergence à basse fréquence, on peut se dire que si je considère qu'un temps fini s'est écoulé depuis que j'ai mis en place le système, ça introduit une fréquence de coupure naturelle qui est l'inverse du temps qui s'est écoulé. Et cette divergence, en fait, elle correspond à une croissance temporelle. En fait, dans ce système, le bruit initial plus cet effet d'amplification fait que ce mode, cette onde statique, elle croît, il y a un terme séculaire qui fait qu'elle va croître de façon polynomiale en temps. Donc ça, c'était un argument pour montrer que le système semble instable. Et pour redire, dans cette description complètement linéaire, quelles sont les propriétés qu'on dégage, on dégage que l'onde stationnaire qui est à la surface de l'eau, elle a un profil parfaitement fixé, entre autres la longueur d'onde et la position de ses nœuds. En revanche, dans cette description, on n'a aucune idée de ce que c'est que l'amplitude, mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins au sens de sa variance, elle doit croître avec le temps. D'accord ? Et le point qu'on voulait souligner aussi, c'est que tout ce que j'ai fait ici, c'est considérer l'effet de diffusion d'ondes qui m'intéressait initialement, qui était l'analogue de la radiation Hawking, et j'ai regardé ce qui se passe dans la limite basse fréquence. Et on voit que ça génère automatiquement cette ondulation. Et ça veut dire que, comme les deux sont parfaitement liés, je ne vais pas pouvoir me débarrasser de cette ondulation, parce que si je m'en débarrasse, je vais aussi me débarrasser de l'effet qui m'intéresse initialement. Voilà, alors maintenant j'aimerais utiliser tout ce que je viens de raconter pour essayer de voir, pour parler un peu plus de cette ondulation et de qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, comme je viens de le mentionner, dans ce modèle, attention, presque on oublie la radiation Hawking, j'ai une prédiction en fait pour cette ondulation qui devra apparaître à la surface libre. J'ai une prédiction pour son profil et puis la position qui m'apparaît, qui est entièrement donnée par les propriétés des coefficients dans une théorie linéaire. Et puis je peux regarder ce qui se passe proche de la transition, d'accord, proche de l'endroit où le nombre de Froude passe de plus grand à plus petit que 1. Typiquement, si je considère un régime de faible dispersion, donc je peux faire un développement de la relation de dispersion proche de cette transition ici, et puis pour des basses fréquences et des plutôt grandes longueurs d'onde. D'accord, donc je vais avoir ce type de relation de dispersion avec une correction dispersive ici. Donc là, le fait d'avoir tronqué la tangente hyperbolique, ça ne change pas la structure des solutions, le fait qu'il y a des modes 0. Et puis proche de la transition, je suppose que ça c'est le nombre de Froude, ou alors la vitesse et la propagation locale. Je suppose qu'ils évoluent de façon linéaire, d'accord, proche de Froude égale à 1. Et si je fais ça, j'ai une relation de dispersion locale qui dépend de x, qui a cette forme-là, d'accord. Alors une relation de dispersion locale, ça veut dire qu'en fait je suis en train de faire une approximation de type WKB ou optique géométrique, d'accord. Et là en fait ce qui est le plus efficace à faire, c'est une analyse asymptotique qui s'appelle des asymptotiques de Maslow, qui correspondent à écrire une solution de type onde quasi-plane, mais dans l'espace de Fourier, et puis de faire une transformée de Fourier inverse. D'accord. Donc je regarde cette relation de dispersion, puis je construis une onde, mais au lieu de la construire comme une onde en X, je me place comme une onde en K, et j'obtiens ce genre d'expression ici, et puis ensuite je vais retrouver l'onde dans l'espace réel en prenant une transformée de Fourier inverse. Et quand je fais ça, et que je regarde la limite des basses fréquences, je vais trouver mon profil d'ondulation et je trouve une fonction de RI. D'accord, donc c'est assez classique pour passer d'oscillation à une onde évanescente de l'autre côté. Et aussi, comme j'ai pris que à la fin la limite de basse fréquence, je peux aussi avec cette méthode retrouver les coefficients de mélange, que je mentionnais avant, et l'amplification de ce coefficient bêta. Bon, là j'ai donné la formule complète, mais à basse fréquence, ça devient
une constante divisée par la fréquence. Je retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en plus, j'ai le profil près de la transition de ce ressourd-ondulant. Et pour finir, je voudrais mentionner un papier qui a été écrit par Berry et qui est une sorte d'extension de ce qu'on avait fait pour montrer qu'on peut en déduire un espèce de modèle extrêmement simplifié de comment ça s'appelle, le mascaré ondulant, je ne sais pas très bien quel est le terme. Ouais. Donc là, c'est un peu le même genre de système avec où on a un écoulement qui passe de Froude plus grand à plus petit que 1, mais en général, il n'y a pas d'obstacle. Mais par contre, il y a un changement de la hauteur ici. Et puis, typiquement, des oscillations qui correspondent à l'échelle de dispersion. Et donc, c'est comme le ressort ondulant que j'ai mentionné, mais sans obstacle. Et là, on peut faire le même genre de procédé pour obtenir une fonction de RI. Et alors, si on fait ça bien, on se rend compte que pour cette configuration, plutôt qu'une fonction de RI, on a l'intégrale d'une fonction de RI. Et l'intégrale de la fonction de RI, ça va me donner le décalage en hauteur en fait, qui est produit par ce mascaré. Et ce qui est assez amusant dans cette façon de procéder, c'est qu'on peut voir le mascaré. Enfin, cette analyse ici, c'est purement linéaire, mais on peut rajouter un ingrédient que Berry appelle les non-linéarités de l'homme pauvre, qui consiste à dire en fait, cette transition ici, c'est le mascaré qui crée son propre obstacle, et sur cet obstacle, il se produit ce que j'ai décrit juste avant. Donc en fait, on peut imposer pour obtenir vraiment l'amplitude que jusqu'à présent je ne pouvais pas obtenir parce que j'étais complètement dans un régime linéaire. On peut dire que cette pente ici, c'est la pente de la transition, c'est la pente du changement du nombre de Froude, et puis je dois avoir une relation de cohérence entre le fait que ce profil me donne le changement de Froude, et puis le changement de Froude me donne le profil, et donc il faut qu'il y ait ça me donne une égalité en fait, pour que les deux soient cohérents. Et ça, en faisant ça, on peut obtenir vraiment l'amplitude de ces mascarés de façon extrêmement simple, avec des ingrédients purement linéaires et minimaux. Voilà, donc je vais m'arrêter là. En fait, ce que j'ai présenté, c'était cet analogue de la radiation Hawking qu'on voit dans ces systèmes simplement comme un processus d'amplification d'ondes. D'accord ? Et ce qu'on a vu, c'est que à cause de ces amplifications et de ce qui se passe dans la limite des basses fréquences, en fait, j'ai automatiquement la génération de ressauts ondulants qui apparaissent. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai fait une analyse purement linéaire, mais malgré ça, on peut obtenir pas mal d'informations sur ce ressaut ondulant, qui a priori est un phénomène non linéaire, comme le profil ou la position exacte. Et puis, ça pose la question de la stabilité des flots de type transcritique, parce que là, on voit que c'est un argument assez général. J'ai pas fait beaucoup d'hypothèses sur le profil exact du flot, j'ai simplement dit qu'il passait d'un flot plus petit à plus grand que 1, et dans ce système-là, il y a des ondes d'énergie négatives, et il y a automatiquement une amplification. Donc ça laisse penser que la plupart de ces écoulements sont des écoulements lisses, disons, transcritiques, sont instables, parce qu'ils ont envie de devenir un ressaut ondulant. Et ça, c'est un peu non trivial dans la mesure où, même c'est ce qui avait été réalisé dans la manip, il y a des méthodes mathématiques pour essayer de designer un obstacle qui, en théorie, donne une surface qui reste bien plate, mais qui réalise cette transition. Donc normalement, en théorie, on est capable de fabriquer des obstacles qui font exactement cette transition, mais si on écoute cet argument, on se rend compte que, a priori, la solution qu'on a obtenue, elle ne va pas être stable, elle va quand même générer spontanément un ressaut ondulant. Voilà, merci. En gros, on a un canal